On me demande souvent pourquoi Geek Nation. Eh bien, je trouvais que ça rassemblait tous les aspects de la collection. Que ce soit du jouet, de la BD, des films, du cosplay ou même des jeux vidéo. Bref, j'aurais pu tout simplement appeler ça Shawicon. Mais le nom était déjà pris. Le rendez-vous ultime pour les vrais geeks, ce sont les Comic-Con. Ce sont des sortes de grandes conventions où tous les aspects de la Geek Nation y sont représentés. Je vous ai souvent parlé de mon bon ami Nino, ou comme on aimait l'appeler dans mon temps, l'étalon italien. Ouais, on s'est connus sur un ring de lutte. Mais aujourd'hui, il a troqué la prise en 4 et les coups de savate pour s'occuper et fonder le Shawicon. Et je dois avouer que notre rencontre fut beaucoup moins douloureuse que dans le temps. Wow, hey, pas de suite là, pas fini! Hey, t'es chanceux que je te fasse pas la prise du cobra qui tousse. Parce que j'ai une deuxième partie à l'émission, que j'ai soigneusement intitulée « Quand le collectionneur devient le créateur ». Ça a commencé, ça, Shawicon? Shawicon, ça a commencé avec une visite. Ben, bon, je suis un geek depuis ma jeunesse. Puis, on a été faire un tour au Comic-Con de Montréal une année, puis on a fait « Wow, c'est bien cool! » Dans les premières années, c'est bien le fun. Tu sais, t'as une portion marchand, t'as une portion jeux vidéo, t'as une portion avec des artistes, t'as une portion avec les invités spéciaux, t'as des conférences, il y a plein de choses qui se passent en même temps. C'est un festival, en fait, intérieur. Mon boss, Brian Perrault, de la Culture Shawinigan, il commençait à faire les univers givrés. Les univers givrés qui est, en fait, au mois de février, avec des BDistes. Il y a des BDistes qui vont faire des ateliers dans les écoles, tout ça, puis qui viennent signer, faire des dédicaces, puis tu peux acheter tes BD, tout ça, puis rencontrer les auteurs, les illustrateurs. J'ai dit, crime, me semble qu'à ce volet-là, dans les univers givrés, il manque le volet cosplayer, les gens qui se déguisent, puis il manque le volet artistique, le volet Comic-Con. J'ai dit, on va faire ce volet-là. Puis mon boss dit, ouais, je suis pas sûr que ça serait tant viable que ça, tant bon. Fait que j'ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un dossier. Préparer un dossier. Pourquoi ça serait bon? De quelle manière que je montrais ça, tout ça. Je lui apporte ça peut-être un mois ou deux après les univers givrés. Il commence à lire ça. Ah, je te rappelle. Il me rappelle, il dit, on le fait. Je fais, OK. On s'est lancé là-dedans, les pieds dans le vide, puis vraiment les pieds dans le vide, parce que j'ai de l'expérience comme créateur d'événements. Comme créateur d'événements comme ça, 0 puis une barre. Là, je savais carrément pas dans quoi je m'en allais. Puis, je veux te dire que j'ai pogné un mur. J'ai pogné un mur parce que, veux pas, on veut avoir des bons artistes. On n'ose pas trop négocier. On va avoir des exposants, on va avoir des gens qui vendent de quoi. On va les chercher où? On les connaît pas, on sait pas où envoyer des courriels. Hey, c'est compliqué. Tout n'est pas donné, tout coûte de quoi, tout a un prix. J'ai été chanceux parce que Rémi-Pierre Paquin, dans ces temps-là, je sais que le Comic-Con voulait les avoir pour faire une réunion du 10 ans des Invincibles. Puis moi, ça faisait un petit bout, on s'était vu pour une coupe de patente avec Rémi-Pierre, puis c'était un des bons chums à Brian, mon boss aussi. Quand j'ai proposé, il dit, ben, je vais demander aux gars voir s'ils veulent descendre à mon chalet, qui est pas loin de Shawinigan. Puis il dit, ben, crime, on va faire notre réunion chez vous. J'ai fait quand? C'est malade, là. Tu sais, j'en parle, j'ai encore des frissons, là, tu sais. Puis Rémi-Pierre a été de conseils et le vendredi soir, je me prenais la tête à deux mains comme ça dans la salle, en train de regarder les marchands
puis vraiment pas facile. Puis en tout cas, j'ai eu un invité qui était un peu capricieux, qui avait quand même un bon cachet, puis qui voulait l'avoir là. Mais là, je dis, je peux t'en donner, mettons, de la moitié le samedi, puis la moitié le dimanche, mais il voulait l'avoir là. À côté, au bord du trou du diable, en train de prendre une petite sang d'encre, que Rémi Pierre a été de très, 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 très bons conseils. Puis ça a donné le coup de pied, puis on est parti comme ça. Mais je pensais pas faire une deuxième édition. Parce que la première édition, veut pas, a coûté quand même très cher. Puis on n'avait pas totalement le financement pour payer tout ce qu'on avait. Mais l'année d'après, on a pu... Je travaillais avec ma production dans ce temps-là aussi. J'avais des contrats. Puis on a réussi à aller chercher un contrat qui était quand même payant, qui a réussi à aller chercher le montant manquant de l'année d'avant, puis pouvoir faire la deuxième année. Fait que comme ça, de fil en aiguille. Puis là, évidemment, j'ai eu plus d'expérience. Je commençais à développer des contacts. Puis on est rendu à notre 5e année, notre 6e année qui s'en vient bientôt. On se croise les doigts pour que le COVID soit parti d'ici février. La 5e année, tu disais que ça avait quasiment été une année record? C'est une année record. En fait, on a eu 66% de plus d'occupation que les gens sont venus. C'est la première année que je voyais une file aussi longue de monde qui vont jusqu'à la porte d'entrée, qui attendent pour acheter leur billet. Nous, on est ouvert 3 jours. On est ouvert le vendredi pour que les marchands viennent s'installer, mais aussi le vendredi matin, c'est les jeunes de 4, 5, 6e année. On leur fait une conférence ou spectacle. Pour les plus jeunes, habituellement, c'est des spectacles. Comme cette année, c'était Monsieur Reptile qui est venu avec un python de 12 pieds de long, puis avec plein de sortes de serpents puis de reptiles. Puis en après-midi, c'était l'Académie eSports pour parler aux jeunes de la cyberdépendance, etc. Avec Culture Shawinigan, il y a souvent... on va offrir aux citoyens, on va offrir des activités gratuites. Fait que ça, on l'offre au moins pour les écoles pour qu'ils puissent venir se dégourdir un peu chez nous. Puis en même temps, leur donner le goût de venir passer la fin de semaine avec leurs parents avec nous autres. Comment tu me décrirais le ShawiCon? C'est bien familial, puis c'est bien le fun, c'est de la détente, c'est cool, pas de stress, pas de pression, on s'en va là s'amuser. C'est un festival, en fait. C'est un festival avec des conférences. Il y a signature d'autographes, mais il y a plein d'exposants, puis d'artistes qui viennent faire du dessin, qui viennent faire des bijoux. Comment je pourrais dire ça? Ça fait un peu penser les boutiques qu'on va aller dans le festival Western de Saint-Tite, mettons, ou au festival La Galette de Sarrazin, ou peu importe. Bon, ben nous autres, ça va être différent. Ça va être des dessins, des prints que les gens font. Tu vas avoir des bijoux, mais des bijoux peut-être un petit peu plus... justement, geek, il y a des potions. Tu t'en vas chiller là-bas. C'est des petites boutiques, tu vas manger, tu reviens. Le monde, ça se bouscule pas, mais il y a du monde quand même. Puis il y en a pour tous les goûts. Moi, j'aime bien ça. Aussi, ceux qui sont nostalgiques des films, c'est le fun parce qu'il y a souvent des choses à acheter ou de venir s'asseoir dans DeLorean. Faut pas être. T'es pas obligé d'être un geek. Tu peux avoir aimé Retour vers le futur, puis faire wow, une réplique conforme de la DeLorean, puis aller t'asseoir dedans. Ça peut être juste pour ça. Cette année, on avait un bunker de l'Empire dans le fond. Attends un peu, on a déjà parlé de ça, nous autres. Hein, Simon? Et l'année dernière, on a fini une réplique du bunker d'Andorre, qui est vraiment massif, qui est énorme. Ben ça, c'était nouveau. On avait un plus gros décor avec les Vikings. C'était nouveau, ça aussi. Sinon, des fois, on a des humoristes. C'est de venir voir un humoriste. On a eu Jérémy Larouche qui était là cette année. Des autres années, on a eu Daniel Grenier aussi qui est venu. On a, évidemment, François Pérusse qui était là cette année aussi. Comme souvent, là, il y a François Pérusse qui est là, ou d'abord le Grand Talbot qui vient souvent. Là. Lui, il est bien le fun à jaser. Avec Denis Talbot, qui est notre président d'honneur, qui a pris le ShawiCon sur ses épaules pour le porter à un autre niveau. C'est tellement vaste, maintenant, ce qu'on offre comme produit, que les gens viennent passer du bon temps chez nous. On n'est pas de la trempe des Comic-Con, on n'est pas rendu là. Puis, franchement, je suis pas sûr que je voudrais me rendre aussi gros que ça. On fait quelque chose de région, on fait quelque chose de plus petit, puis c'est ce qui nous distingue d'ailleurs. On est plus familial, on est plus intime. J'ai le temps de parler avec mon monde, j'ai le temps de parler avec tout le monde. Ils ont l'impression d'arriver chez eux à notre événement, puis de pouvoir profiter de plein de choses. Au ShawiCon, t'as le temps de tout voir. Puis
t'as pas le temps de t'ennuyer non plus parce qu'il y a du stock en masse. Puis le monde, le staff est cool. Puis Nino est super fin. Puis, t'sais, moi, j'adore ça. Moi, quand je vais là-bas, c'est des vacances. Là. Dans 5 ans, c'est où tu le vois, le Shawinigan? Moi, je vais te ramener v'là 5 ans. V'là 5 ans, j'ai dit à mon boss, si à ma 5e année, j'ai 2000 personnes, je vais être content. Parce que on est à Shawinigan. On s'entend que Montréal, l'aéroport est là. Québec, l'aéroport est là. C'est facile. Shawinigan, t'as 1h30 de route à faire pour aller à l'événement. Fait que quand j'ai des Gerald Holmes qui est à Star Wars, quand j'ai un Mike Quinn comme ça qui arrive d'Angleterre, mais en plus, qu'on est à moins 1000 en février, il y a 1h30 d'auto à faire, puis une autre heure et demie, ça me prend des chauffeurs, tout ça. C'est vraiment plus compliqué. Puis l'heure et demie ne tente pas à tout le monde. C'est bien du monde de Montréal qui descend au Shawinigan, pas tant que ça. Même chose de Québec. Les gens de Trois-Rivières ne descendent pas tant que ça à Shawinigan. Ça, c'est prouvé statistiquement. Fait que je me donnais, par rapport à la population de Montréal, la population de Shawinigan, pour un 60 000 à Montréal, ça me prenait environ 1666 personnes à Shawinigan. Comme je te dis, ratio population, je voulais 2000, puis on a eu 600 personnes de plus. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est... Tu sais, c'est... Parce que veux pas, cet événement-là, je le monte à 80% seul. J'ai une équipe, on est 5 pendant le fin de semaine. J'ai Francis, j'ai Catherine, j'ai Lydia, puis j'ai Samuel qui me donne un super de bon coup de main. Puis sans eux autres, puis nos bénévoles, sérieusement, il n'y a pas de Shawinigan. Il n'y a pas de Shawinigan, ça n'existe pas, c'est impossible. Oui, c'est moi qui représente le tout, mais j'ai d'autres mondes, parce que le fin de semaine, un Nino tout seul qui se promène dans un événement, là, probablement qu'il me rentrerait à l'asile le lundi, quelque chose comme ça. Ta plus grande fierté, Shawinigan? Ma grosse fierté, c'est de voir les retombées économiques pour ma ville que ça me donne. Parce que à la base, je fais pas ça pour moi, je fais ça pour ma ville, je fais ça pour amener du tourisme chez nous. On a juste 47% du monde qui viennent de Shawi. On a 53% du monde qui viennent d'ailleurs au Québec. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que ça fait des belles retombées pour nos stations d'essence, pour nos hôtels. On book nos hôtels, puis avoir des personnes de l'hôtel qui viennent me voir, fait comme, Nino, tu nous as mis dans la marde en fin de semaine, mais merci beaucoup, parce que l'hôtel était plein. Autant l'Auberge des Gouverneurs que le Comfort Inn, les restaurants, les propriétaires de restaurants qui viennent me voir au Shawinigan, qui viennent me serrer la main pour me dire merci. On est content que quelqu'un comme toi vienne faire. Ça, moi, c'est ça avant tout. C'est cool. C'est cool souper avec du monde qui font de la télé, puis du monde qui font des vedettes. C'est super cool. Mais principalement, je le fais pas pour rencontrer du monde, je le fais pour ma ville, pour nous autres ici. On est parti en mode escalier. Peut-être les 2 pieds dans la même bottine en partant. Puis là, ben, tranquillement, ben, on a appris à se chausser un bon pied gauche, un bon pied droit, puis on monte tranquillement les escaliers. Parce qu'on est, sans vouloir faire la grosse tête, on est rendu les plus gros des plus petits événements. Je tenais vraiment à vous présenter le prochain sujet, parce que c'est comme l'accomplissement ultime pour un collectionneur. Avoir sa propre histoire et sa ligne de jouets. Non, il n'y aura pas de sable laser ni de vaisseau intergalactique, mais on reste quand même dans le fantastique et l'imaginaire. Ces 2 dernières années, tu travailles avec un de tes amis sur un projet qui est un peu connexe à la collection de figurines, de jouets. C'est la Porte de Noël. Est-ce que tu peux m'en parler, s'il te plaît? Oui, depuis 2 ans, je travaille avec mon ami Frédéric Lavoie sur une nouvelle légende de Noël. La Porte de Noël, c'est drôle. C'est comme un flash qui est apparu en pleine nuit. Ce serait le fun d'avoir une porte, puis il y a des créatures d'un monde magique qui s'en viennent avec ça. Moi, j'ai voulu créer quelque chose, puis vraiment, tu sais, ceux qui disent que jouer avec des jouets, c'est pas important. Ben non, gars, moi, ça m'a développé mon imagination. Moi, en fait, un moment donné, j'ai eu l'idée de cette porte-là qu'on pourrait avoir pour apporter des nouveaux personnages à Noël. Puis là, je n'ai parlé à Pascal, puis là, ça a été comme la déboulade d'idées. Ça a fait... Puis là, Pascal m'est revenu 2-3 jours après avec quasiment une histoire complète. Regarde, on pourrait faire ça, on pourrait faire... Tu sais, mettons que j'ai comme allumé une mèche, là, puis ça a fait boum, là.
Moi, je me souviens, quand j'étais au secondaire, j'aimais écrire des histoires aussi. Ben, quand j'étais petit, j'écrivais des histoires. C'était pas long, mais je me souviens au secondaire, des fois, quand le prof parlait, j'écrivais l'histoire. Puis je la faisais lire à mon chum à côté. Donc, pendant le cours, mais ça, on n'a pas faire à la maison, à l'école non plus. OK? Mais j'aimais beaucoup écrire des histoires. Puis c'était souvent des histoires de films. Tu sais, j'ai écrit une suite à Alien. J'ai écrit une suite à Vendredi 13, que je me souviens. Et là, on a décidé d'inventer une nouvelle légende. Puis je voulais vraiment, parce que tu sais, le lutin, c'est parti un peu n'importe où. On sait d'où c'est parti, mais il n'y avait pas vraiment d'histoire attachée. Moi, je voulais vraiment partir vraiment quelque chose de plus traditionnel, là, ramener une histoire avec des démarches à faire, tout ça. Donc, on a décidé de faire une nouvelle histoire. On était voir une compagnie on savait qu'ils cherchait quelque chose pour remplacer les lutins, tout ça. Là. Le plus difficile, c'est que nous, quand on a parti ça, on a eu une vision, on a eu une idée. On a travaillé tout de suite en collaboration avec un fournisseur qui, lui, avait déjà des produits de Noël. Il fournissait déjà des produits de Noël. Puis cette compagnie-là, elle n'a jamais fait ça. C'est un distributeur. Mais en y présentant l'histoire, il a tellement trippé qu'il a dit c'est correct, j'embarque, puis je vais la produire, je vais faire les... Parce que c'est pas des jouets, c'est des décorations de Noël. Mais on s'entend que les lutins, c'était pas un jouet, mais c'était une décoration de Noël. Pour moi, c'est un toutou, mais non, parce qu'ils ont une pesée dedans, souvent. Donc, dans ce temps-là, tu tombes dans le marché. Ils ont tous des termes, hein, donc ça tombe dans le côté de la décoration de Noël. Nous autres, on a développé tout le personnage. On a même dit qu'est-ce que ça allait prendre pour les matériaux, tout ça. Le côté visuel, c'est nous autres qui géraient ça. Ça a été d'adapter tout notre concept, nos idées avec des produits matériels, là. De partir avec, mettons, les fournisseurs qu'il y avait, puis de créer nos produits. Avec Pascal, ce qu'on a fait le tour, puis on a sélectionné, ça j'aime ça ici, ça j'aime ça ici, ça me donne une idée. Ça me donne une idée pour comment faire, mettons, la porte. Comme la porte est en bois, au départ, ce qu'on voulait, c'est quelque chose de moulé en résine. On s'imaginait quelque chose d'un petit peu plus designé, mais on est allé vraiment avec ce qu'il y avait comme fournisseur, puis ça donne un résultat qu'on n'aurait même pas pensé au début, là. Donc, on a développé des figurines, plus un genre de toutou, là, parce que pour moi, c'est un toutou, là. Non, c'est une décoration de Noël, que me dit la petite voix. On est parti avec des idées, puis finalement, en bout de ligne, c'est d'autres choses, mais quand on a vu les premiers prototypes, on a comme fait « Wow, j'aurais pas pensé que ça aurait été aussi beau, là. » C'est un peu comme le lutin, mais il va y avoir des façons de réussir à les avoir. Puis c'est pas des pièges, oubliez ça, on n'est pas pantoute dans la même histoire. Et on va développer comme une espèce de petite gamme avec ça. Donc ça me fait penser un peu à la collection. Tu sais, il y a des choses que je vois comme collectionneur, comment ça fonctionne, qu'on va appliquer à notre modèle aussi. Donc pour les prochaines années, si jamais il y a un succès et que ça remporte ce qu'on pense, c'est connexe à ma collection. Puis, tu sais, moi, je vais collectionner tout ce qu'on va sortir aussi. Donc, je vais tout me ramasser. Là, c'est pour ça que probablement qu'il faut me prendre... faut que j'agrandisse ma pièce, je ne sais pas, parce que déjà là, le display est super big. Là, il est quasiment 7 pieds de haut. Donc, il est assez gros. Donc, je voulais en avoir un, mais à date, non, ça ne rentre pas chez nous. Mais je vais essayer de me garder ça. T'sais, pour moi, côté collectionneur, je trouve ça important à la base. C'est comme les prototypes, je les ai déjà tout demandé, je vais les avoir, je vais les conserver dans mes archives, même s'ils vont être différents un peu de ce qu'ils vont sortir. C'est pas grave, c'était les premiers prototypes. Hein? Donc, comme le Boba Fett qui vaut des centaines de milliers de dollars. Donc, je vais avoir mon propre prototype pour m'en souvenir après, là, d'où qu'on est parti, tout ça, d'où que ça a parti. Là. On sait pas, hein, là, on sort dans le COVID. On sait pas ce que ça va donner, est-ce que le monde va vouloir embarquer là-dedans. On est chanceux, pas qu'on est chanceux, mais on a été, on a vu un petit peu gros au début dans le sens qu'on a décidé de faire tout de suite une traduction. Donc le livre va sortir en français et en anglais. Oui, parce qu'il faut rappeler aux gens que c'est un livre qui va accompagner la porte. Mais oui, il va y avoir un livre qui va accompagner la porte de Noël, puis après il va y avoir d'autres choses que tu pourras te procurer alentour. Là. Mais comme je dis, le livre est traduit, il va en avoir quelques-uns au Canada. Mais tu sais, on commence tout petit, là. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Si jamais l'engouement est là, il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est sûr et certain, il va en manquer. Mais c'est comme ça que ça marche. Moi, je connais rien, mais rien du côté entrepreneur. C'était vraiment un monde complètement nouveau pour moi, puis j'apprends là-dedans. Et une des choses que j'ai appris, c'est que si tu veux qu'un produit marche, mais c'est le public qui doit aller demander au magasin de l'avoir. Tu sais, c'est dur d'entrer dans des grands magasins parce qu'il faut que tu ailles les voir. Tu as 5 minutes pour faire on dit en anglais, ton pitch. Puis sans ça, on passe au suivant. Mais quand c'est le public qui le demande, là, ça fait bouger plus les choses. C'était quoi ton feeling la première fois que tu as tenu un de tes toutous figurines dans tes mains, que tes créations que tu avais faites avec ton ami? Ben écoute, en premier, il était plus beau qu'on pensait. Parce qu'au début, on a eu comme un pré-prototype
qu'on n'a jamais eu en vrai, qu'eux autres ils ont envoyé des photos, puis là, on disait, ouais, mais ils n'ont pas respecté telle affaire. Au départ, dans le fond, on a reçu comme une photo d'une affaire qui était à peu près à 40% de ce qu'on avait demandé, qu'on a fait, ah, c'est-tu vraiment ça? Mais c'était comme plus le design, mettons, de la robe d'une fée. C'était plus le design, les couleurs étaient pas là, les ailes étaient pas là, il y avait rien. Tu sais, il y a des places, c'est assez dur de faire affaire avec eux autres, surtout qu'on est en petite quantité. Tu sais, je te dis pas, si on en commanderait 10 000, ah, là, écoute, ils sont plus ouverts. Mais quand t'en commandes pas beaucoup, ils sont comme, regarde, là, on se cassera pas trop fort là, pour la conception. Donc, quand on a vu les premiers pré-prototypes, on faisait comme, ouh, OK, bon, ben, regarde, il faut ce qu'il faut. Donc, on a dit ce qui manquait, tu sais, on a fait vraiment, on était encore plus détaillé dans ce qu'on cherchait. Mais on s'est dit, OK, c'est comme un bon début, mais on continue. Puis après ça, ben, quand ça a commencé, là, on a reçu des photos, puis là, on a reçu comme... là, on était pas mal satisfait de voir que ce qu'on avait demandé, c'était pas mal ça. Et quand on les a vus après, on a fait « Wow! » C'était plus beau que ce qu'on pensait. Là, il s'était vraiment appliqué. Il avait vraiment mis tout ce qu'on avait dit. Ben, pas tout, parce qu'il y a une affaire qu'on vient de remarquer hier qu'il n'avait pas fait. Mais c'est correct, la figurine est belle, mais ils n'ont pas mis une affaire qu'on avait prévue. On va leur demander l'année prochaine. Puis quand on les a eus dans les mains, moi, la première fois que j'ai eu un gnoll dans mes mains, j'ai comme fait « Oh boy! » Je pensais pas qu'il était gros de même, tu sais. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus petit que ça, tu sais. Dans ma tête, moi, je l'imaginais, pas le 2/3 peut-être, tu sais. Fait que j'ai comme été assez surpris par rapport à ça, mais c'est quand même intéressant, là, comme grosseur de figurine. Tu sais, c'était impressionnant parce que j'en parlais des fois un peu à du monde. Puis je leur montrais, ah ouais, j'ai un projet. Bon, ouais, t'as un projet, tu sais, là. Puis à mon coup, j'avais des photos, puis là, on va sortir, ah ouais, intéressant, tu sais. Tu sais, un peu blasé, ouais, intéressant, ben oui, c'est ça, tu sais. Puis là, je l'ai regardé, des photos, puis là, quand ils voyaient les photos, ils faisaient comme, oh wow, c'est bien beau. C'est ça que vous allez sortir? Ouais, c'est. Oh, j'en veux un. Donc, ça, c'est un autre feeling aussi, tu sais, de voir le monde qui font comme au début, ils font comme, ouais, tu sors un projet. ouais. Puis quand ils voient, ils font comme, ok, wow. T'sais, ils voient c'est de la qualité, ils disent ok, c'est pas du cheap, là, c'est pas du Dollarama, non, c'est quelque chose de bien fait, pis ça, là, t'sais. On n'a pas eu tout ce qu'on voulait, il faut s'adapter, nous autres on est juste un peu comme des concepteurs, les autres ils ont des impératifs qu'ils veulent respecter là, pour la conception, là, puis, donc il y a des petites affaires qu'on n'a pas tout eu, mais gars, c'est une première année. C'est comme ça qu'on commence. On va voir où ça va mener, puis après, on va faire des modifications en cours de chemin. Je suis un peu des vieilles valeurs, moi. Tu sais, moi, les vieilles valeurs de loyauté, tout ça. Donc, j'aime ça aller approcher des certaines personnes, tu sais, que je sais qui ont une certaine crédibilité, tu sais, sans dire une notoriété, tu sais, une crédibilité dans le milieu, tu sais, qui sont reconnus pour être des bonnes personnes. Je sais que c'est niaiseux, ça sera pas tout le temps de même, mais j'aime ça que mon produit va se retrouver à des places que je sais que c'est des bonnes personnes qui sont derrière ça. Moi, ça me donne un velours. Il y en a qui s'en rendront pas compte. Personne ne s'est marqué, je suis une bonne personne. Mais moi, ça fait, OK, je sais que c'est des gens bien. Puis, tu sais, c'est pas des profiteurs, pis ça, j'aime ça. Tu sais, de ce côté-là, d'approcher certains magasins que j'ai été moi-même, parce que, on s'entend, c'était pas ma job, je suis pas vendeur. Même des places que j'ai approchées, que je me suis fait, OK, oui, ça nous intéresse, puis que, signal mort, puis j'étais sûr, puis il était vraiment enthousiaste, puis il se passe rien. Puis après, un vendeur expérimenté, il m'a dit, ben, c'est toujours comme ça que ça se passe, Pascal. Moi, j'étais comme, ben là, il avait l'air super intéressé. Oui, ils ont toujours l'air super intéressés. Puis après, mais des fois, t'en entends plus parler. C'est comme ça, le monde. Donc, je veux pas jamais être dans ce monde de vendeurs-là. Oublie ça. J'en ai une que j'ai été voir, puis j'étais content, tu sais. Puis, tu sais, c'était l'enthousiasme, puis j'ai vu qu'elle embarquait, puis ça. Puis, il y a une autre place qui nous ont approchés. Ils disaient, hey, tu vas-tu pouvoir? Mais non, c'est pas avec le COVID, mais tu sais, faire venir une présentation. Moi, c'est ça qui me fait triper. Moi, c'est l'aventure, là, qui me fait triper, là, tu sais, où on va pouvoir se promener, rencontrer des gens, tu sais, parler de l'histoire du livre, la faire vivre. T'sais, moi, j'ai vraiment hâte du côté aventure. Là, c'est une zone inexplorée pour moi. J'embarque là-dedans. C'est quelque chose de nouveau. C'est excitant. Ça fait foutument peur, je peux vous le dire. Les 2 dernières années, il y a eu du stress en masse. Mais là, présentement, on s'approche de plus en plus de la sortie. J'ai super peur, mais j'ai hâte là, qu'on s'est rendu là pouvoir... voir s'il va y avoir une fébrilité qui va s'engager, je sais pas, peut-être pas non plus. Tu sais, est-ce qu'on va être déçu, est-ce qu'on va être content? C'est l'inconnu, mais je pense que c'est tout le lot de tous les entrepreneurs qui sortent quelque chose, même toi avec ton documentaire, tu sais. Est-ce qu'ils vont avoir du monde qui vont le regarder, qui vont être intéressés, qui vont trouver ça bon, qui vont en parler? Je pense qu'on a toujours mais c'est ce qui nous fait aussi avancer. Tu sais, c'est notre passion qui nous fait avancer au-devant de ça. Puis après, mais c'est plus de notre contrôle. Tu sais, ce que les gens vont en penser, c'est plus de notre contrôle. C'est on prend le bon, on tasse le mauvais le plus possible si ça ne nous aide pas à s'améliorer. Puis
on continue, puis on voit où que l'aventure va nous mener. Là. Puis je suis sûr que la première fois que je vais rentrer dans une boutique d'un marchand où que le présentoir il est là, ça va faire aïe aïe, wow, tu sais, je pense que je vais avoir des frissons là, parce que je vais le sentir que wow, on a quand même accompli quelque chose. Ça a été beaucoup de démarches, beaucoup de travail quand même en arrière de tout ça, mais c'est super intéressant là, de voir le produit qui est sorti là, suite à tout ça. Ça combine vraiment toutes tes passions. Oui, Le livre, la collection, les figurines. ouais, c'est la collection, oui. Puis, tu sais, l'histoire aussi. Parce Ouais. que t'es quelqu'un qui aime beaucoup les films, tout ça. Ouais. Fait que, je pense que c'est un beau melting pot, et je suis pas mal sûr que ça va marcher. Ben, je trouve que c'est le fun, ça fait comme hey, mes 48 dernières années n'ont pas servi tout à rien. Tu sais, là, j'ai au moins appris de mon côté imaginaire. Comment tu décrirais la porte de Noël en un seul mot? Magique. Il dérange le terme geek? Non. Le terme geek était dérangeant si on recule de peut-être 20 ans, mettons. Que quand t'étais un geek, t'étais un genre du gars de bande dessinée dans les Simpsons, un gros avec une petite moustache molle assis avec des graines de chips ou de Doritos sur toi, avec un peu de gras sur ton t-shirt de bleu poudre. La grosse mentalité était comme ça. Un geek, c'était ça dans ce temps-là. À cette heure, un geek ou une geek, t'as des très jolies filles puis des très beaux bonhommes qui sont geeks. C'est assez impressionnant. Puis souvent, je te dirais même que les gens se cherchent un moyen de s'accoter sur quelque chose de geek, justement, pour pouvoir profiter des événements, de pouvoir... On s'entend, là, depuis 5 ans, il y a beaucoup d'événements qui vont avoir des super-héros ou du monde déguisé en Marvel, en Star Wars, peu importe. Puis les gens, mais, même s'ils ne trippent pas, ils vont aller faire des photos, puis ils vont tripper ou ils vont filmer de loin, mais ils vont le faire. Puis ce qui fait que le geek devient de plus en plus normal. C'est quasiment plus normal de pas être geek un peu. Vous venez d'assister au dernier épisode officiel de la série. Mais là, vous vous dites, « Hey Steve, pourquoi c'est écrit prochain épisode au bas de l'écran? » Eh bien, juste pour vous autres, je vous offre un special, un exclusif. Ouais, moi aussi je suis capable de jouer à ce jeu-là. Donc, c'est un rendez-vous pour un 8e épisode que j'ai spécifiquement nommé l'Ultime Collectionneur. Je vous le dis, là, vous voulez pas manquer ça.